Le jour où tout a basculé dans cet immeuble de bureau, personne ne l'a vu venir. Personne. Sauf peut-être elle. Cette femme qui poussait son chariot de nettoyage tous les matins à 7 heures, avec ses chaussures trouées et sa blouse grise trop grande. Cette femme que tout le monde regardait comme si elle faisait partie du mobilier, comme si elle n'existait pas vraiment. Et ce matin-là, quand la grande porte vitrée du hall s'est ouverte et que le PDG du groupe est entré, pas seul, pas pour une réunion ordinaire, les visages de ces gens qui riaient d'elle depuis des mois sont devenus blancs comme des murs, blancs et silencieux. Et moi, j'étais là, j'ai tout vu. Laissez-moi vous raconter depuis le début. Parce que pour comprendre ce matin-là, il faut comprendre ce qui s'était passé pendant les 8 mois précédents. Il faut comprendre qui était cette femme. Et il faut comprendre qui étaient ces gens qui riaient. L'immeuble s'appelle le Carré Lumière. C'est un bâtiment moderne, tout en verre et en acier, dans le quartier d'affaires de Lyon, La Part-Dieu. 18 étages. Plusieurs entreprises y ont leurs bureaux. Mais les étages 7 à 12 appartiennent tous au même groupe, Verium Consulting, une boîte de conseil en stratégie d'entreprise, 240 employés, des gens bien payés, bien habillés, bien coiffés, des gens qui ont fait de grandes écoles et qui le savent, des gens qui parlent de performance, d'excellence, d'agilité en réunion et qui commandent des cafés à 5 € sans regarder le prix. La femme au chariot s'appelait Marguerite. Marguerite Fontaine. Elle avait 54 ans. Elle travaillait pour une société de nettoyage sous-traitante, Propreté Plus, qui avait le contrat d'entretien du Carré Lumière depuis 3 ans. Marguerite était là depuis le premier jour. Elle connaissait chaque couloir, chaque salle de réunion, chaque recoin de cet immeuble mieux que n'importe quel cadre de Verium Consulting. Elle arrivait à 6h45 tous les matins. Elle repartait à 14h. Elle portait toujours la même blouse grise réglementaire, un peu trop grande parce qu'elle avait perdu du poids ces dernières années. Elle avait les cheveux gris, coupés courts, pratiques. Elle portait des lunettes avec une monture en plastique noir. Pas des lunettes de créateur, des lunettes fonctionnelles. Et ses chaussures. Ses chaussures, c'était le détail que certains avaient y remarqué et dont ils se moquaient. Des chaussures de travail noires, usées, avec une petite déchirure sur le côté gauche qu'elle avait réparée avec du ruban adhésif noir. Marguerite ne parlait pas beaucoup. Elle faisait son travail. Elle nettoyait les bureaux, les couloirs, les salles de réunion, les toilettes. Elle vidait les poubelles. Elle rechargeait les distributeurs de savon. Elle passait l'aspirateur. Elle faisait tout ça avec une efficacité tranquille, sans se plaindre, sans demander de reconnaissance. Mais voilà ce que les gens de Verium Consulting avaient décidé de faire de cette femme silencieuse et efficace. Ils en avaient été fait un sujet de moquerie. Ça avait commencé avec Kevin. Kevin Marchand, 28 ans, consultant junior, le genre de type qui a besoin de rabaisser les autres pour se sentir grand. Un matin de septembre, il avait dit à voix haute, devant 4 collègues dans la cuisine. « Vous avez vu la dame du ménage aujourd'hui ? Elle a réparé sa chaussure avec du scotch. Du scotch. » Il avait ri. Les autres avaient en ri aussi, pas tous, mais assez. Et quelque chose avait commencé. Après ça, les remarques s'étaient démultipliées. Pas toujours méchantes, ouvertement. Parfois juste des regards, des sourires en coin, des chuchotements quand Marguerite passait dans le couloir avec son chariot. Kevin avait un talent particulier pour les petites humiliations discrètes. Il laissait traîner des choses exprès pour qu'elle ait plus à nettoyer. Il renversait son café et regardait Marguerite nettoyer sans dire merci ni désolé. Une fois, il avait dit devant elle, à un collègue, « Tu imagines, finir comme ça à son âge ?» Marguerite avait entendu. Elle n'avait rien dit, elle avait continué à nettoyer. Il y avait aussi Camille. Camille Rousseau, 32 ans, manager intermédiaire, ambitieuse, stressée,
le genre de personne qui reporte son stress sur ceux qui ne peuvent pas se défendre. Camille n'était pas méchante fondamentalement. Elle était juste tellement absorbée par sa propre ascension qu'elle ne voyait pas les gens autour d'elle comme des gens. Marguerite, pour Camille, était un service, pas une personne. Un service qui devait être disponible, efficace et invisible. Camille avait l'habitude de laisser des notes, des petites notes collées sur les bureaux ou les portes, adressées à l'équipe de nettoyage. Des notes comme « Le miroir des toilettes du 9e est encore sale, à refaire » ou « Les poubelles de la salle de réunion B n'ont pas été vidées correctement hier ». Jamais de prénom, jamais de « s'il vous plaît », jamais de « merci », juste des ordres, rédigés comme si elle écrivait à une machine. Et puis, il y avait les autres, ceux qui ne participaient pas activement, mais qui regardaient et ne disaient leur rien, qui entendaient les remarques de Kevin et souriaient poliment, qui voyaient les notes de Camille et ne réagissaient pas. Le silence des témoins, c'est aussi une forme de participation. Marguerite le savait. Elle avait appris ça depuis longtemps. Il y avait une exception. Une seule. Thomas. Thomas Girard, 25 ans, analyste junior, arrivé dans l'entreprise 6 mois plus tôt. Thomas était le seul qui disait bonjour à Marguerite tous les matins. Pas un bonjour de façade, un vrai bonjour, avec un sourire, parfois une question. « Ça va aujourd'hui, Marguerite ?» Il était le seul à connaître son prénom. Les autres l'appelaient la dame du ménage, ou la femme de ménage, ou, dans les conversations de Kevin, la clocharde du 7e. Thomas avait essayé une fois de dire à Kevin que ses remarques n'étaient pas correctes. Kevin l'avait regardé avec ce sourire condescendant qu'il réservait aux gens qu'il considérait comme naïfs. Il avait dit « T'inquiète pas pour elle, elle entend rien, elle est dans sa bulle. » Thomas avait voulu répondre. Mais il était junior, il avait peur pour son poste, et il avait baissé les yeux. Il s'en voulait encore. Marguerite, elle, observait tout ça. Elle observait et elle ne disait rien. Mais elle voyait. Elle voyait Kevin avec sa montre à 2000 € et ses costumes Zara qu'il faisait passer pour du sur-mesure. Elle voyait Camille qui arrivait le matin avec des cernes jusqu'aux joues et qui prenait son 3e café à 10 heures. Elle voyait les réunions qui se terminaient en disputes feutrées, les emails agressifs que les gens envoyaient depuis leurs bureaux vitrés, les sourires de façade dans les couloirs. Elle voyait une entreprise qui brillait de l'extérieur et qui était rongée de l'intérieur. Et elle voyait Thomas. Elle voyait ce jeune homme qui disait bonjour et qui avait l'air de souffrir dans cet environnement, qui faisait son travail sérieusement, mais qui semblait de plus en plus fatigué, de plus en plus seul. Un matin d'octobre, quelque chose s'était passé. Marguerite nettoyait le couloir du 9e étage, tôt avant l'arrivée des employés. Elle avait trouvé Thomas assis par terre dans un coin, le dos contre le mur, la tête dans les mains. Il était 7 heures du matin. Il n'avait pas dû rentrer chez lui de la nuit. Elle s'était arrêtée. Elle avait regardé ce jeune homme. Et elle avait fait quelque chose qu'elle ne faisait jamais. Elle avait posé son chariot et elle s'était assise par terre à côté de lui. Pas sur une chaise, pas debout à lui parler de haut. Par terre, à côté de lui. Thomas avait levé la tête. Il avait l'air surpris. Puis il avait dit, d'une voix épuisée, « Désolé, je vais me lever. » Marguerite avait dit, « Non, reste. » Il l'avait regardé. Elle avait dit, « Qu'est-ce qui se passe ?» Et Thomas avait parlé. Il avait tout dit. La pression, les objectifs impossibles, le manager qui lui attribuait des erreurs qui n'étaient guère pas les siennes, la solitude dans cet open space où tout le monde était en compétition avec tout le monde. Il avait dit qu'il ne dormait plus, qu'il ne savait plus pourquoi il faisait ce travail, qu'il avait l'impression d'être en train de disparaître. Marguerite l'avait écouté, sans l'interrompre, sans donner de conseils à la va-vite. Elle avait juste écouté. Et quand il avait fini, elle avait dit quelque chose de simple. Elle avait dit
Les endroits qui te font disparaître ne méritent pas que tu restes. Thomas l'avait regardé. Elle avait ajouté « Mais toi, tu mérites de rester quelque part. Trouve l'endroit. » Thomas n'avait pas répondu. Mais quelque chose dans son regard avait changé. Marguerite s'était relevée, elle avait repris son chariot et elle était repartie dans le couloir. Thomas était resté par terre encore quelques minutes. Puis, il s'était levé. Et il était allé à son bureau. Ce matin-là avait changé quelque chose entre eux. Pas une amitié au sens conventionnel. Ils ne déjeunaient pas ensemble, ils ne se voyaient pas en dehors du bureau. Mais il y avait une connexion. Un respect mutuel, silencieux, qui n'avait pas besoin de beaucoup de mots. Les semaines avaient passé. Novembre était arrivé. Et avec novembre, quelque chose avait changé dans l'atmosphère de Verium Consulting. Des rumeurs circulaient, des rumeurs sur une inspection, sur une visite du groupe. Verium Consulting n'était pas une entreprise indépendante. Elle appartenait à un grand groupe international, Meridian Group, dont le siège était à Genève. Et le PDG de Meridian Group, un homme qu'on appelait simplement Monsieur Aubert, était connu pour ses visites surprises dans les filiales. Des visites sans préavis ou avec très peu de préavis. Des visites après lesquelles des directeurs avaient perdu leur poste. La directrice de Verium Consulting Lyon s'appelait Isabelle Mornay. 50 ans, efficace, dure en affaires. Le genre de femme qui a gravi les échelons à la force du poignet dans un monde qui ne lui faisait pas de cadeaux. Elle avait reçu un email de Genève, pas de Monsieur Aubert directement, mais de son assistante, indiquant qu'une visite d'évaluation aurait lieu dans les prochaines semaines. Pas de date précise, juste dans les prochaines semaines. Isabelle Mornay avait convoqué tous les managers. Elle avait dit « On doit être impeccable, sur tout. Les résultats, les processus, l'environnement de travail, l'image de l'entreprise, tout. » Les managers avaient hoché la tête. Ils avaient transmis le message à leur équipe. Et pendant quelques jours, tout le monde avait fait semblant d'être plus professionnel, plus organisé, plus souriant. Mais les habitudes reviennent vite. Au bout d'une semaine, Kevin faisait à nouveau ses remarques. Camille laissait à nouveau ses notes agressives. L'open space avait retrouvé son ambiance habituelle, une tension de fond, des sourires de façade, et Marguerite qui poussait son chariot dans les couloirs sans que personne ne la regarde vraiment. Un matin de décembre, un mardi, il faisait froid, le ciel de Lyon était gris et bas. Marguerite était arrivée comme d'habitude à 6h45. Elle avait pris son chariot dans la réserve du sous-sol. Elle avait commencé par le rez-de-chaussée, comme toujours. Le hall d'entrée, les toilettes du bas, la salle de réunion principale. Ce matin-là, elle portait la même blouse grise, les mêmes chaussures avec le ruban adhésif, les mêmes lunettes. Rien n'avait changé dans son apparence. Mais quelque chose dans sa façon d'être ce matin-là était différent. Quelque chose de difficile à définir. Une sorte de calme particulier. Comme quelqu'un qui sait ce qui va se passer. À 8h, les employés avaient commencé à arriver. Kevin était arrivé à 8h20, café à la main, téléphone à l'oreille, sans regarder où il mettait les pieds. Il avait failli rentrer dans le chariot de Marguerite dans le couloir du 7e. Il avait dit, sans s'excuser, « Fais attention où tu mets ton truc ». Marguerite n'avait pas répondu. Elle avait juste déplacé le chariot. Camille était arrivée à 8h30, stressée comme d'habitude, avec une pile de dossiers sous le bras. Elle avait vu Marguerite dans la salle de réunion B et elle avait dit, en passant, « Le tableau blanc n'est pas propre. » Encore. Marguerite avait regardé le tableau blanc. Il était parfaitement propre. Elle n'avait rien dit. Thomas était arrivé à 9h moins le quart. Il avait dit bonjour à Marguerite dans le couloir. Elle lui avait souri. Il avait remarqué quelque chose dans ce sourire, quelque chose d'inhabituel. Pas de la tristesse, pas de la fatigue, quelque chose qui ressemblait à de l'anticipation.
Il avait voulu lui demander si tout allait bien, mais son téléphone avait sonné et il avait dû répondre. À 9h30, Marguerite était au 10e étage. Elle nettoyait les vitres du couloir, des grandes baies vitrées qui donnaient sur la ville. Lyon en décembre, avec ses lumières et son brouillard matinal. Elle nettoyait méthodiquement, de gauche à droite, sans se presser. C'est là qu'elle avait entendu les voix dans la salle de réunion adjacente. La porte était entr'ouverte. Kevin et 2 autres consultants déjeunaient tôt. Enfin, ils prenaient un café et des viennoiseries, en parlant fort comme s'ils étaient seuls au monde. Kevin disait « Vous avez vu la vieille ce matin ? Elle a encore son scotch sur la chaussure. Sérieusement, comment on peut se laisser aller comme ça ?» Un autre avait ri. « C'est pathétique, ouais. » Kevin avait ajouté « Je comprends pas comment elle peut se regarder dans le miroir. Enfin, elle nettoie les miroirs, au moins elle les voit. » Rire. Franchement, à son âge, finir à pousser un chariot dans un bureau, c'est quoi la vie, hein ? Marguerite avait entendu chaque mot. Elle continuait à nettoyer les vitres, de gauche à droite, sans s'arrêter, sans changer de rythme. Mais ses mains s'étaient légèrement crispées sur le chiffon. Thomas était passé dans le couloir à ce moment-là. Il avait entendu les voix dans la salle de réunion. Il avait vu Marguerite qui nettoyait les vitres. Il avait compris qu'elle entendait. Il avait voulu faire quelque chose, entrer dans la salle, dire à Kevin d'arrêter. Mais il s'était arrêté dans le couloir, les pieds cloués au sol par cette peur familière. Et il avait regardé Marguerite. Elle avait tourné la tête vers lui. Leurs regards s'étaient croisés. Et Marguerite avait fait quelque chose d'inattendu. Elle avait souri. Pas un sourire triste, pas un sourire résigné. Un sourire calme, presque amusé. Comme quelqu'un qui, le jour où tout a basculé dans cet immeuble de bureau, personne ne l'a vu venir. Personne, sauf peut-être elle. Cette femme qui poussait son chariot de nettoyage tous les matins à 7h, avec ses chaussures trouées et sa blouse grise trop grande. Cette femme que tout le monde regardait comme si elle était transparente, ou pire, comme si elle était là pour décorer le fond du tableau. Ce matin-là, quand la voiture noire s'est garée devant l'entrée et que le PDG du groupe est sorti, les 42 employés du 3e étage ont compris qu'ils avaient fait une erreur. Une erreur monumentale. Mais ce qu'ils ne savaient pas encore, ce que personne ne savait, c'est que cette erreur n'était que la surface. Que la vraie histoire, elle était bien plus profonde et bien plus étrange. Tout commence à Lyon, dans une tour de bureau du quartier de la Part-Dieu. Un immeuble moderne, vitré, le genre d'endroit où les gens portent des badges autour du cou et parlent de synergie et de valeur ajoutée en buvant du café à 3 € la capsule. Le 3e étage appartient à une filiale d'un grand groupe de distribution, Proxima Solutions. 120 personnes dans toute l'entreprise, 42 au 3e. Des commerciaux, des chefs de projet, des assistantes, des managers. Des gens ordinaires, pour la plupart. Mais avec cette façon qu'ont parfois les gens ordinaires de se comporter de façon extraordinairement cruelle quand ils pensent bien que personne d'important ne regarde. Marguerite Fontaine avait 57 ans. Elle travaillait pour la société de nettoyage sous-traitante qui s'occupait de l'immeuble depuis 6 ans. 6 ans à arriver à 7h du matin, avant tout le monde. 6 ans à vider les poubelles, à nettoyer les vitres, à passer la serpillière dans les couloirs. 6 ans à dire bonjour à des gens qui ne répondaient pas toujours. 6 ans à être invisible. Elle était petite, un peu ronde, avec des cheveux gris qu'elle attachait en chignon serré. Elle portait toujours la même blouse, grise, avec le logo de la société de nettoyage brodé sur la poitrine. En dessous, selon les saisons, un pull ou une chemise. Ses chaussures étaient usées, pas parce qu'elle n'avait pas les moyens d'en acheter d'autres, enfin, pas seulement pour ça, mais parce qu'elle avait d'autres priorités, des priorités que personne dans cet immeuble ne connaissait. Le premier à avoir commencé, c'était Kevin.
Kevin Marchand, 28 ans, commercial junior. Le genre de type qui compense son manque de confiance en lui par une assurance de façade bruyante. Il avait commencé par des petites choses. Des regards appuyés quand Marguerite passait avec son chariot, des commentaires à voix basse à ses collègues. « Vous avez vu ses chaussures? Elle a dormi dans ses vêtements ou quoi ?» Des choses mesquines, stupides, le genre de choses qu'on dit quand on est petit à l'intérieur et qu'on a besoin de se sentir grand. Le problème, c'est que les autres avaient suivi. Pas tous. Il y en avait qui ne participaient pas, qui regardaient ailleurs, qui faisaient semblant de ne pas entendre. Mais ils ne disaient rien non plus. Et le silence des gens bien, parfois, ça ressemble beaucoup au silence des gens qui approuvent. Il y avait Aurélie, 35 ans, chef de projet, qui avait ri une fois à une blague de Kevin sur Marguerite et qui n'avait plus pu s'arrêter vraiment. Pas parce qu'elle était méchante, mais parce qu'une fois qu'on a ri, c'est difficile de faire marche arrière sans perdre la face. Il y avait Thomas, le responsable commercial, 40 ans, qui avait dit un jour à Marguerite de faire attention à ne pas déranger les gens qui travaillent, quand elle passait l'aspirateur, comme si son travail à elle ne comptait pas. Il y avait Lucie, 25 ans, assistante de direction, qui avait posté une photo sur le groupe WhatsApp de l'équipe. Une photo floue de Marguerite de dos avec son chariot, avec le commentaire « Notre fashion icône du jour ». 22 personnes avaient mis un emoji qui rit. Marguerite ne savait pas pour la photo, elle ne savait pas pour les commentaires dans le dos, mais elle savait pour les regards. Elle savait pour les petits rires qui s'arrêtaient quand elle entrait dans une pièce. Elle savait pour la façon dont certains évitaient de la croiser dans le couloir, comme si sa pauvreté était contagieuse. Elle ne disait rien. Elle continuait à travailler. Elle arrivait à 7 heures, elle faisait son travail, elle repartait à 13 heures. Elle disait bonjour à ceux qui répondaient. Elle souriait à ceux qui la regardaient, et elle gardait pour elle tout ce qu'elle ressentait. Mais voilà ce que personne dans cet immeuble ne savait sur Marguerite Fontaine. Ce que j'ai appris bien plus tard en reconstituant cette histoire morceau par morceau. Marguerite n'avait pas toujours été femme de ménage. 20 ans plus tôt, elle était directrice financière dans une PME de taille respectable à Grenoble. Elle avait fait une école de commerce, elle avait gravi les échelons, elle avait géré des budgets de plusieurs millions d'euros, elle avait un appartement, une voiture, une vie confortable. Elle avait un mari, Philippe, et une fille, Camille. Et puis, en 2004, tout s'était effondré. Pas d'un coup, progressivement, comme les effondrements réels. Philippe avait eu un accident de voiture, grave, très grave. Il avait survécu, mais avec des séquelles importantes. Il ne pouvait plus travailler. Il avait besoin de soins constants, de rééducation, d'adaptation dans l'appartement. Les dépenses avaient explosé. L'assurance avait couvert une partie, pas tout. Marguerite avait continué à travailler, mais la PME avait été rachetée, restructurée, et son poste avait disparu dans la restructuration. Elle avait cherché un autre poste de directrice financière. Elle en avait trouvé un, puis un autre. Mais Philippe avait besoin d'elle. Les horaires de cadre supérieur, les 60 heures par semaine, les déplacements, les réunions à 19 heures, c'était incompatible avec ce qu'elle devait faire à la maison. Elle avait pris un poste moins élevé, puis encore moins élevé. Elle avait fait des choix que les gens qui n'ont jamais eu à les faire ne comprennent pas toujours. Philippe était mort en 2015. 10 ans de maladie, 10 ans de soins, 10 ans pendant lesquels Marguerite avait mis sa carrière en pause pour être là. Quand il était mort, elle avait 50 ans. Elle avait une fille de 22 ans qui finissait ses études. Elle avait des économies qui avaient fondu. Et elle avait un CV avec un trou de 10 ans que les recruteurs regardaient avec des yeux ronds. Elle avait essayé de reprendre une carrière dans la finance. Elle avait envoyé des CV. Elle avait eu des entretiens. On lui avait dit qu'elle était surqualifiée pour certains postes et pas à jour pour d'autres.
On lui avait dit, avec des mots polis, qu'à 50 ans, avec un trou dans le CV, c'était compliqué. Elle avait compris le message. Elle avait pris ce qu'elle pouvait trouver. D'abord de la comptabilité à temps partiel pour des petites associations. Puis, quand même ça s'était tari, elle avait répondu à une annonce pour une société de nettoyage, pas par résignation, par pragmatisme. Elle avait des factures à payer. Sa fille avait besoin d'aide pour finir ses études. Elle avait fait le calcul et elle avait pris le travail. 6 ans plus tard, elle était toujours là. Pas parce qu'elle n'avait pas essayé d'autre chose, mais parce que la vie avait continué à être compliquée. Sa fille Camille avait eu des problèmes de santé, puis avait eu un enfant, et Marguerite aidait comme elle pouvait. Le travail de nettoyage avait des horaires qui lui permettaient d'être disponible l'après-midi. Alors elle restait. Ce que personne dans cet immeuble ne savait non plus, c'est que Marguerite passait ses après-midi à étudier. Elle avait repris des formations en ligne, en comptabilité, en gestion, en droit des affaires. Elle avait obtenu des certifications. Elle avait mis à jour ses connaissances. Elle travaillait sur un projet depuis 2 ans. Un projet qu'elle n'avait dit à personne, pas même à sa fille. Mais revenons à l'immeuble. Revenons au 3e étage et à ce mardi matin de novembre. Ce matin-là, Marguerite était arrivée à 7 heures comme d'habitude. Il faisait froid dehors, un froid humide, lyonnais, qui s'infiltre sous les vêtements. Elle avait son chariot, ses produits, ses chiffons. Elle avait commencé par les toilettes, comme toujours, puis les couloirs, puis les espaces communs. À 8h30, les premiers employés avaient commencé à arriver. Kevin était arrivé à 9h moins le quart, avec son café à la main et ses AirPods dans les oreilles. Il avait croisé Marguerite dans le couloir. Il avait dit, sans s'arrêter, à voix haute pour que ses 2 collègues qui arrivaient derrière lui entendent « Attention, la Fashion Week de la Serpillière est en cours ». Les 2 collègues avaient dit ri. Marguerite avait continué à passer son chiffon sur la vitre sans répondre. À 10h, il y avait eu un incident. Un incident stupide, mais qui avait cristallisé quelque chose. Aurélie avait renversé son café sur son bureau, un grand café au lait sur des documents importants. Elle avait appelé Marguerite, pas par son prénom. Elle ne connaissait pas son prénom, mais en disant « la dame du ménage » à sa collègue. Marguerite était venue avec ses produits. Elle avait nettoyé rapidement, efficacement. Et Aurélie avait dit, en regardant son téléphone et pas Marguerite, « Vous auriez pu faire attention en passant, vous avez dû faire vibrer le bureau ?» C'était faux. Marguerite n'était pas passée près du bureau d'Aurélie depuis 1 heure, mais Aurélie avait besoin d'une explication qui n'était pas sa propre maladresse. Marguerite avait dit « Je suis désolée » et elle était repartie. Thomas, le responsable commercial, avait assisté à la scène depuis son bureau vitré. Il n'avait rien dit. Il avait regardé son écran. À 11h, Lucie avait pris une nouvelle photo. Cette fois, c'était Marguerite qui mangeait son sandwich dans le couloir. Elle n'avait pas de salle de pause attitrée, elle mangeait où elle pouvait. Lucie avait envoyé la photo au groupe WhatsApp avec le commentaire « Déjeuner gastronomique au 3e ». 27 réactions cette fois. Quelqu'un avait répondu « Michelin 2 étoiles ». Quelqu'un d'autre « La classe ». Il y avait une personne dans ce groupe qui n'avait pas réagi, qui n'avait jamais réagi à ces messages, qui les lisait et qui ressentait quelque chose. Pas de la colère, pas encore, mais un malaise croissant. Cette personne s'appelait Diane Moreau, 38 ans, analyste financière senior, arrivée au 3e étage 6 mois plus tôt après une mutation interne. Elle venait du siège du groupe, le vrai siège, à Paris. Elle connaissait des gens que les autres ne connaissaient pas. Elle savait des choses que les autres ne savaient pas. Diane avait remarqué Marguerite dès son premier jour. Pas pour les mêmes raisons que les autres. Elle avait remarqué sa façon de travailler, méthodique, efficace, sans perdre de temps. Elle avait remarqué qu'elle rangeait les choses exactement là où elles étaient,
qu'elle ne déplaçait jamais rien sans le remettre en place. Elle avait remarqué ses mains, des mains qui avaient l'habitude de travailler, mais aussi des mains qui avaient l'habitude de tenir un stylo. Une petite chose, difficile à expliquer, mais Diane avait l'œil pour ces choses-là. Un matin, Diane avait dit bonjour à Marguerite. Vraiment dit bonjour, en s'arrêtant, en la regardant. Marguerite avait semblé surprise. Puis elle avait souri et dit bonjour en retour. Elles avaient échangé quelques mots sur le temps, sur le café de la machine qui était en panne depuis 3 jours. Des choses banales. Mais Diane avait noté quelque chose dans la façon dont Marguerite parlait. Une précision dans le vocabulaire. Une façon de construire ses phrases qui ne correspondait pas à ce que les autres semblaient apercevoir quand ils la regardaient. Diane n'avait rien dit à personne. Elle avait continué à observer. Et elle avait commencé à se poser des questions. Ce mardi matin de novembre, à 11h45, quelque chose s'était passé que personne n'avait anticipé. Un email était arrivé dans la boîte de Thomas, le responsable commercial. Un email du siège. Un email qui disait que le PDG du groupe, M. Frédéric Aubert, allait effectuer une visite de contrôle au 3e étage dans l'après-midi. Une visite surprise, en principe, mais quelqu'un au siège avait prévenu Thomas par courtoisie. « Préparez-vous » était le message implicite. Thomas avait convoqué une réunion d'urgence à midi, tout le monde au 3e étage. Il avait dit « Frédéric Aubert vient cet après-midi. Je veux que tout soit impeccable. Les bureaux rangés, les dossiers à jour, tout le monde en tenue correcte et souriant. » Il avait regardé autour de la salle. Des questions. Personne n'avait posé de questions. Tout le monde était allé ranger son bureau. Kevin avait mis une cravate. Il en avait une dans son tiroir pour les occasions. Aurélie avait refait son maquillage. Lucie avait imprimé des documents qu'elle avait disposés stratégiquement sur son bureau pour avoir l'air occupée. Thomas avait commandé des viennoiseries pour la salle de réunion. Et Marguerite? Marguerite avait continué à travailler. Elle ne savait pas qu'une visite était prévue. Personne ne lui avait dit. Elle avait son planning habituel, finir le 3e étage, puis descendre au 2e. Elle avait passé l'aspirateur dans la salle de réunion principale. Elle avait nettoyé les vitres de l'espace open space. Elle avait vidé les poubelles. À un moment, Kevin l'avait croisée dans le couloir et lui avait dit, avec une impatience à peine voilée, « Vous pouvez pas faire ça plus tard ? On a une visite importante cet après-midi. On a besoin que ce soit calme. » Marguerite avait dit « Je finis dans 21 minutes. » Kevin avait soufflé et était reparti. Lucie avait dit à Aurélie, assez fort pour que Marguerite entende depuis le couloir, « J'espère qu'elle sera partie avant qu'Aubert arrive. Ça ferait mauvais genre. » Aurélie avait dit « Ouais, franchement. » Elle n'avait pas baissé la voix. Elle ne s'en donnait pas la peine. Marguerite avait entendu. Elle avait continué à travailler. À 14h30, la voiture noire s'était garée devant l'entrée de l'immeuble. Une berline avec chauffeur. Frédéric Aubert en était sorti, 60 ans, grand, les cheveux blancs, un costume sombre. Il était accompagné de 2 personnes, son assistante de direction et un homme que personne au 3e étage ne reconnaissait. Un homme d'une 50aine d'années, en veste, avec des lunettes. Thomas était descendu accueillir Aubert dans le hall. Il avait serré la main du PDG avec ce sourire de quelqu'un qui a répété son sourire devant le miroir. Il avait dit « Monsieur Aubert, bienvenue. Tout est prêt au 3e. » Aubert avait hoché la tête. Il avait regardé autour du hall. Et puis il avait dit quelque chose que Thomas n'attendait pas. Il avait dit « Est-ce que Marguerite est là ?» Thomas avait cligné des yeux. « Pardon ?» Aubert avait répété « Marguerite Fontaine. » « Est-ce qu'elle est là aujourd'hui ?» Thomas avait regardé son assistante, puis avait regardé Aubert. Il avait dit « La dame du nettoyage ?» Aubert avait dit « Oui,
Thomas avait dit « Je crois qu'elle est encore au 3e, oui. » Aubert avait dit « Bien, on monte. » Dans l'ascenseur, Thomas avait essayé de comprendre ce qui se passait. Pourquoi le PDG du groupe demandait après la femme de ménage? Il n'avait pas osé poser la question directement. Il avait souri et regardé les chiffres de l'ascenseur défiler. Les portes s'étaient ouvertes au 3e. Tout le monde était à son poste, souriant, les bureaux rangés, les viennoiseries dans la salle de réunion. Aubert avait regardé l'open space. Il avait salué quelques personnes, et puis il avait demandé à Thomas « Où est-elle » Thomas avait regardé autour de lui. Marguerite était dans le couloir du fond, en train de finir de nettoyer les dernières vitres. Thomas avait dit, avec une gêne visible, « Elle est là-bas. » Aubert avait dit « Merci ». Et il avait marché vers le couloir du fond. Tout le monde regardait. Personne ne comprenait. Kevin avait la bouche légèrement ouverte. Lucie avait posé son téléphone. Aurélie s'était levée de son bureau pour mieux voir. Aubert s'était approché de Marguerite. Elle lui tournait le dos. Elle nettoyait une vitre, concentrée sur son travail. Il avait dit « Marguerite ». Elle s'était retournée. Et là, quelque chose s'était passé sur son visage. Pas de la surprise, pas de la peur, quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Comme si elle l'attendait, comme si elle savait que ce moment allait arriver d'une façon ou d'une autre. Elle avait dit « Frédéric », pas Monsieur Aubert. Frédéric. La salle entière avait entendu. Le silence était total. Aubert avait dit « Ça fait longtemps ». Elle avait dit « 6 ans ». Il avait dit « Je sais, je suis désolé que ça ait pris autant de temps ». Elle avait dit « Ce n'est pas grave, j'avais des choses à finir ». Thomas ne comprenait pas. Kevin ne comprenait pas. Personne ne comprenait. Ils se regardaient tous les uns les autres avec des expressions qui allaient de la confusion au début de quelque chose qui ressemblait à de la panique. Aubert s'était retourné vers le groupe. Il avait regardé Thomas. Il avait dit « Est-ce qu'on peut avoir la salle de réunion ?» Thomas avait dit « Bien sûr, elle est prête, il y a des… » Il s'était arrêté. Des viennoiseries. Aubert avait dit « Parfait ». Ils étaient entrés dans la salle de réunion. Aubert, Marguerite, l'assistante de direction et l'homme aux lunettes. La porte s'était fermée. Et les 42 employés du 3e étage s'étaient retrouvés dehors, à se regarder, à chuchoter, à essayer de comprendre ce qui se passait. Kevin avait dit à voix basse « Ils se connaissent pas comment ?» Lucie avait dit « Aucune idée ». Thomas avait dit « Taisez-vous ». Mais lui non plus ne savait pas. Diane, elle, n'avait pas l'air surprise. Elle était à son bureau, elle regardait la salle de réunion et elle avait une expression que personne ne lui avait vue avant. Quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. Dans la salle de réunion, la conversation avait duré 45 minutes. Personne ne savait ce qui s'y disait. Mais à un moment, par la vitre, la salle avait des vitres sur le couloir, avec des stores à moitié baissés, quelqu'un avait vu Marguerite poser des documents sur la table. Des documents qu'elle avait sortis de son sac, pas son sac de travail, son sac personnel, qu'elle avait avec elle. Des documents imprimés avec des tableaux, des chiffres. L'homme aux lunettes les avait regardés et avait hoché la tête plusieurs fois. À 16h15, la porte de la salle de réunion s'était ouverte. Aubert était sorti en premier, puis Marguerite, puis les 2 autres. Aubert avait regardé l'open space. Tout le monde faisait semblant de travailler, mais tout le monde regardait. Il avait dit, d'une voix claire, assez forte pour que tout le monde entende, « J'ai une annonce à faire ». Tout le monde s'était arrêté, vraiment arrêté. Les téléphones posés, les écrans ignorés. Aubert avait dit, comme vous le savez peut-être, notre groupe est en train de restructurer plusieurs de ses filiales. Proxima Solutions fait partie de cette restructuration. Nous allons créer une nouvelle direction financière régionale, basée ici à Lyon,
qui supervisera 5 filiales dont celle-ci. Il avait marqué une pause. J'ai le plaisir de vous annoncer que la directrice financière régionale sera Madame Marguerite Fontaine. Le silence qui avait suivi cette phrase était d'une qualité particulière. Pas le silence du vide. Le silence de 42 personnes qui essaient simultanément de reconfigurer leur compréhension de la réalité. Kevin avait l'air d'avoir reçu un coup. Aurélie avait la main devant la bouche. Thomas regardait Marguerite avec une expression que je ne saurais pas vraiment décrire. Quelque chose entre la stupéfaction et le début d'une prise de conscience très inconfortable. Marguerite se tenait droite. Elle avait toujours sa blouse grise, ses chaussures usées, son chignon serré. Et elle regardait la salle avec une expression calme, posée, le regard de quelqu'un qui n'a rien à prouver parce qu'elle sait exactement qui elle est. Aubert avait continué. Madame Fontaine a travaillé pendant 6 ans dans cet immeuble. Pendant ces 6 ans, elle a également développé un projet de restructuration financière pour notre groupe régional. Un projet qu'elle m'a soumis il y a 3 mois et qui est, je dois le dire, l'analyse la plus pertinente que j'ai reçue depuis des années. Il avait regardé autour de la salle. Elle prend ses fonctions lundi prochain. Et là, quelque chose d'inattendu s'était passé. Aubert avait regardé directement Thomas. Il avait dit « Monsieur Girard, je voudrais vous parler en privé ». Thomas avait pâli légèrement. Il avait dit « Bien sûr ». Mais avant ça, avant que Thomas et Aubert disparaissent dans le bureau du responsable, Aubert avait dit une dernière chose à la salle. Il avait dit « J'ai été informé de certaines choses concernant l'ambiance dans cet open space. Je ne vais pas en parler maintenant. Mais je vais vous dire ceci. Le respect n'est pas quelque chose qu'on accorde en fonction du poste ou du salaire de quelqu'un. C'est quelque chose qu'on accorde à chaque être humain. Si certains d'entre vous ont oublié ça, je vous encourage à vous en souvenir rapidement. » Il n'avait pas regardé Kevin en disant ça. Il n'avait pas regardé Lucie. Il avait regardé la salle entière, et c'était pire. Maintenant, je dois vous dire ce que personne ne savait encore. Ce que j'ai appris en parlant à Diane, à Marguerite elle-même, et à d'autres personnes qui connaissaient cette histoire de l'intérieur. Frédéric Aubert et Marguerite Fontaine se connaissaient depuis 25 ans. Ils avaient télétravaillé ensemble dans les années 90, dans une entreprise de conseil financier à Grenoble. Marguerite était directrice financière, Aubert était consultant externe. Ils avaient retravaillé sur plusieurs projets ensemble. Aubert avait toujours dit que Marguerite était l'une des personnes les plus brillantes avec qui il avait travaillé. Pas les plus diplômées, pas les plus ambitieuses au sens carriériste du terme, mais les plus brillantes, dans le sens où elle voyait les choses que les autres ne voyaient pas. Quand la vie de Marguerite s'était effondrée, l'accident de Philippe, la maladie, les choix, Aubert avait perdu sa trace. Il avait essayé de la retrouver quelques années plus tard, mais elle avait changé de ville, changé de numéro. Il avait pensé à elle de temps en temps, avec ce regret qu'on a pour les gens brillants que la vie disperse. Et puis, 3 mois avant ce mardi de novembre, il avait reçu un email. Un email d'une adresse qu'il ne reconnaissait pas, avec pour objet « Analyse financière, groupe Proxima, proposition de restructuration ». Il avait failli ne pas l'ouvrir. Son assistante filtrait la plupart de ses emails, mais quelque chose, il ne savait pas quoi, l'avait poussé à cliquer. Le document joint était de 47 pages. Une analyse complète de la situation financière du groupe Proxima, avec des données que seul quelqu'un qui avait accès au rapport interne pouvait avoir, ou quelqu'un qui avait passé des mois à reconstituer ces données depuis des sources publiques, des rapports annuels, des informations sectorielles. L'analyse identifiait des inefficacités, des opportunités, des risques. Elle proposait une restructuration en 3 phases avec des projections chiffrées sur 5 ans. Aubert avait lu les 47 pages d'une traite. Puis il avait appelé son directeur financier. Il lui avait dit « Lis ça et dis-moi ce que tu en penses ».
Le directeur financier avait rappelé 2 heures plus tard. Il avait dit « C'est du travail de très haut niveau. Qui a fait ça ?» Aubert avait regardé l'email. Il avait dit « Marguerite Fontaine ». Le directeur financier avait dit « Je ne connais pas ce nom ». Aubert avait dit « Moi si ». Il avait répondu à l'email. Marguerite avait répondu le lendemain. Ils avaient été échangés pendant 3 semaines. Des emails techniques, précis, sur les chiffres, les projections, les hypothèses. Aubert avait compris très vite que c'était elle, vraiment elle, la même intelligence, la même façon de voir les structures derrière les chiffres. Il lui avait demandé où elle était, ce qu'elle faisait. Elle lui avait dit, simplement, sans drama. Elle lui avait dit qu'elle était femme de ménage dans un immeuble de bureau à Lyon depuis 6 ans. Elle lui avait dit pourquoi. Elle lui avait dit ce qu'elle avait fait pendant ces 6 ans. Les formations, les certifications, le projet qu'elle avait développé dans ses après-midi. Aubert avait dit « Pourquoi tu n'as pas cherché à me retrouver avant ?» Elle avait dit « Parce que je n'étais pas prête. Et parce que je voulais que ce soit mon travail qui parle, pas notre ancienne relation professionnelle. » Il avait dit « C'est exactement ce que tu as fait. » Elle avait dit « Je sais. » Mais voilà ce que même Aubert ne savait pas encore. Ce que j'ai découvert en parlant à Diane. Diane Moreau n'était pas arrivée au 3e étage par hasard. Elle avait été envoyée par Aubert, pas officiellement, pas avec un titre d'enquêtrice ou quoi que ce soit de formel. Mais Aubert lui avait dit, quand il l'avait mutée à Lyon 6 mois plus tôt, « Il y a quelqu'un dans cet immeuble que je veux que tu observes. Pas pour la surveiller, pour la protéger si nécessaire. Et pour me dire comment elle est traitée. » Il lui avait donné le nom de Marguerite. Diane avait observé. Elle avait vu. Elle avait tout noté. Les regards, les commentaires, la photo sur WhatsApp dont elle avait eu connaissance par une collègue qui lui avait montré le groupe. Elle avait fait un rapport à Aubert. Un rapport factuel, sans jugement, mais précis. Elle lui avait dit ce qui se passait au 3e étage. Elle lui avait dit comment les gens traitaient tant Marguerite. Aubert avait lu le rapport, et il avait décidé de venir lui-même. Mais voilà la partie de l'histoire que personne, ni Diane, ni Aubert, ni les employés du 3e, ne connaissaient vraiment. La partie que j'ai apprise de Marguerite elle-même lors d'une conversation longue, un soir dans un café de Lyon. Marguerite savait. Elle savait pour Diane. Pas immédiatement, mais au bout de quelques semaines, elle avait compris. Elle avait vu la façon dont Diane l'observait. Pas avec de la pitié, pas avec de la curiosité malsaine, avec une attention professionnelle. Elle avait fait le lien avec l'email qu'elle avait envoyé à Aubert. Elle avait compris qu'Aubert avait envoyé quelqu'un, et elle avait décidé de ne rien dire, de continuer à travailler, de laisser les choses se dérouler à leur rythme. Parce que Marguerite avait appris quelque chose pendant ces 6 ans, quelque chose que les gens qui n'ont jamais été invisibles ne comprennent pas toujours. Elle avait appris que l'invisibilité peut être une forme de liberté, que quand les gens ne vous voient pas, vous pouvez observer, vous pouvez comprendre, vous pouvez préparer. Elle avait observé le 3e étage pendant 6 ans. Elle connaissait les dynamiques, les tensions, les forces et les faiblesses de chaque personne. Elle savait que Thomas était un manager médiocre qui compensait par l'autorité. Elle savait que Kevin était quelqu'un de profondément insécure qui avait besoin de rabaisser les autres pour se sentir exister. Elle savait qu'Aurélie était quelqu'un de fondamentalement gentil qui avait pris de mauvaises habitudes sociales par conformisme. Elle savait que Lucie était jeune et stupide de la façon dont les jeunes peuvent être stupides, pas par méchanceté profonde, mais par manque de conscience. Et elle savait que Diane était différente. Dès le premier jour, elle avait su. Ce que Marguerite m'a dit ce soir-là dans le café, c'est quelque chose que je n'oublierai pas. Elle m'a dit « Les gens pensent que j'ai subi ces 6 ans, que j'ai souffert en silence et que j'attendais qu'on me sauve. » Elle a secoué la tête. « Ce n'est pas ça. J'ai choisi ces 6 ans. J'avais besoin de temps pour reconstruire quelque chose de solide. J'avais besoin de comprendre
comment ce groupe fonctionnait de l'intérieur. Pas depuis un bureau de direction, mais depuis le sol, depuis les couloirs, depuis les conversations que les gens ont quand ils pensent que personne d'important n'écoute. Elle a souri. Les femmes de ménage entendent tout. Tout le monde parle devant elles comme si elles n'existaient en pas. C'est une source d'information extraordinaire. J'avais dit, « Vous voulez dire que vous avez utilisé votre poste de femme de ménage pour faire de la veille stratégique ?» Elle avait dit, « Je veux dire que j'ai fait mon travail honnêtement pendant 6 ans, et que pendant ce temps, j'ai aussi appris des choses qui m'ont permis de faire une analyse que personne d'autre n'aurait pu faire. Parce que personne d'autre n'avait accès à ce que j'avais accès. » Elle avait bu une gorgée de café. Les 47 pages que j'ai envoyées à Frédéric, elles ne venaient pas seulement des rapports annuels et des données publiques, elles venaient aussi de 6 ans d'observation directe, de conversations entendues, de comportements observés, de la façon dont les gens se comportent quand ils pensent que que personne ne regarde. J'avais dit, « Et les gens qui se moquèrent de vous, Kevin, Lucie, les autres ?» Elle avait réfléchi. Elle avait dit, « Ils m'ont appris quelque chose d'important. Ils m'ont appris comment une culture d'entreprise toxique se construit, comment le mépris se normalise, comment les gens bien deviennent complices par silence. » Elle avait regardé sa tasse. Ces informations-là aussi, elles sont dans les 47 pages, dans la section sur la culture managériale et les risques humains. J'avais dit, « Vous les avez inclus dans votre analyse ?» Elle avait dit, « Pas nommément, mais oui. J'ai décrit ce que j'avais observé, les comportements, les dynamiques, les effets sur la productivité et le bien-être. » Frédéric a compris de quoi je parlais. Et là, j'avais compris quelque chose. La visite d'Aubert ce mardi-là, ce n'était pas seulement pour annoncer la nomination de Marguerite. C'était aussi pour voir, pour observer lui-même ce qu'elle avait décrit, pour comprendre ce qu'il allait devoir changer. La conversation privée entre Aubert et Thomas avait duré 20 minutes. Thomas était ressorti avec un visage différent. Pas d'effet, mais changé. Quelque chose dans ses yeux qui n'était pas là avant. Il avait regardé son équipe et il avait dit « On a des choses à revoir. On en parlera demain matin, tous ensemble. » Puis il était allé dans son bureau et il avait fermé la porte. Kevin avait passé le reste de l'après-midi à ne rien faire. Il regardait son écran sans le voir. À un moment, il avait regardé vers le couloir où Marguerite avait travaillé le matin. Elle était partie. Sa journée était finie à 13h, comme d'habitude. Il avait regardé l'endroit vide et il avait eu une expression que je ne saurais pas vraiment nommer. Quelque chose entre la honte et quelque chose de plus profond. La réalisation, peut-être, que les histoires qu'on se raconte sur les gens, les histoires qui nous permettent de les mépriser, ces histoires sont presque toujours fausses. Lucie avait ouvert le groupe WhatsApp. Elle avait regardé les messages, la photo de Marguerite mangeant son sandwich, les commentaires, les émojis qui rient. Elle avait regardé ça pendant un long moment, et puis elle avait quitté le groupe, silencieusement, sans explication. Aurélie l'avait remarqué. Elle avait quitté le groupe aussi. Le lendemain matin, Thomas avait réuni tout le monde. Il avait dit des choses sur le respect, sur la culture d'entreprise, sur ce qui était acceptable et ce qui ne l'était pas. Il n'avait pas nommé de nom. Il n'avait pas dit Kevin ou Lucie, mais tout le monde savait de quoi il parlait. Et tout le monde savait que Thomas lui-même n'était pas exempt, qu'il avait laissé faire, qu'il avait regardé ailleurs, que son silence avait été une forme de permission. Kevin avait demandé à parler à Thomas en privé après la réunion. Il avait dit qu'il voulait s'excuser, pas à Thomas, mais à Marguerite. Thomas avait dit qu'il transmettrait. Kevin avait dit « Non, je veux le faire moi-même, en personne ». Thomas l'avait regardé. Il avait dit « Je vais voir ce que je peux faire ». Marguerite avait reçu un message de Thomas le jeudi.
Il lui demandait si elle accepterait de rencontrer certains membres de l'équipe avant sa prise de poste officielle le lundi suivant. Elle avait répondu qu'elle était disponible le vendredi après-midi. Ce vendredi-là, elle était arrivée au 3e étage différemment. Pas avec son chariot, pas avec sa blouse. Elle portait un tailleur, sobre, bleu marine, pas ostentatoire. Ses cheveux étaient détachés. Elle avait des chaussures neuves, pas des chaussures de luxe, mais des chaussures correctes, confortables. Elle avait l'air de ce qu'elle était, une femme compétente, posée, qui sait exactement où elle va. Les gens l'avaient regardée entrer. Certains avaient eu du mal à la reconnaître au premier coup d'œil, pas parce qu'elle avait changé physiquement, mais parce que le contexte avait changé. Parce que quand on regarde quelqu'un différemment, on voit quelqu'un de différent. Kevin l'avait attendue près de l'entrée. Il avait l'air de quelqu'un qui a répété ce qu'il voulait dire et qui a quand même peur de ne pas trouver les mots. Il avait dit « Madame Fontaine, je voulais vous parler ». Elle s'était arrêtée. Elle l'avait regardé. Il avait dit « Je suis désolé pour tout ce que j'ai dit, pour la façon dont je me suis comporté. » C'était... Il s'était arrêté. Il avait cherché ses mots. C'était indigne. Et je n'ai pas d'excuses. Marguerite l'avait regardé pendant un moment, puis elle avait dit « Je vous remercie de me le dire. » Pas « C'est oublié », pas « Ne vous inquiétez pas », juste « Je vous remercie de me le dire. » Et elle avait continué à marcher. Lucie l'avait croisée dans le couloir. Elle avait dit « Madame Fontaine, je... » Elle n'avait pas réussi à finir sa phrase. Ses yeux s'étaient remplis de larmes. Marguerite avait dit « Lucie ». La jeune femme avait levé les yeux. Marguerite avait dit « Vous avez 25 ans. Vous avez le temps d'apprendre, mais il faut vraiment apprendre. » Lucie avait hoché la tête. Elle avait dit « Oui, madame ». Et pour la première fois depuis longtemps, ce « madame » sonnait comme quelque chose de vrai. Aurélie avait attendu la fin de la journée pour approcher Marguerite. Elle avait dit « Je n'ai pas participé directement, mais j'ai ri, et j'aurais dû dire quelque chose. » Marguerite avait dit « Oui, juste ça. Oui. » Aurélie avait dit « Je suis désolée. » Marguerite avait dit « Je sais. » Et elle était passée à autre chose. Thomas avait eu la conversation la plus longue avec Marguerite. Il s'était assis dans la salle de réunion, la même salle de réunion que quelques jours plus tôt. Thomas avait dit des choses sur le management, sur ce qu'il aurait dû faire différemment, sur les responsabilités d'un chef d'équipe. Marguerite l'avait écouté. Et puis elle avait dit quelque chose qui avait surpris Thomas. Elle avait dit « Je ne suis pas là pour vous juger, Thomas. Je suis là pour travailler avec vous. Vous êtes bon dans certaines choses. Vous connaissez vos clients, vous savez motiver votre équipe commerciale quand vous voulez. Ce que vous n'avez pas su faire, c'est créer un environnement où tout le monde est respecté. Ça, on peut travailler dessus. » Thomas avait dit « Vous êtes ma supérieure hiérarchique maintenant. » Marguerite avait dit « Oui, et ça ne change pas ce que je viens de dire. » Le lundi suivant, Marguerite avait pris ses fonctions. Elle avait un bureau, un vrai bureau, avec une porte et une fenêtre. Elle avait une assistante. Elle avait un titre. Directrice financière régionale, groupe Proxima, zone sud-est. Elle avait gardé sa blouse grise, pas pour travailler, elle ne faisait plus le ménage, évidemment, mais elle l'avait accrochée dans son bureau sur un cintre bien visible. Quand son assistante lui avait demandé pourquoi, elle avait dit « Pour me souvenir, et pour que les gens qui entrent dans ce bureau se souviennent aussi. » Les premiers mois avaient été intenses. La restructuration qu'elle avait proposée était ambitieuse. Il y avait des résistances. Pas au 3e étage où les gens marchaient sur des œufs, mais dans d'autres filiales, avec des directeurs qui n'aimaient pas qu'on remette en question leur façon de faire. Marguerite avait tenu. Elle avait des chiffres, elle avait des arguments,
Elle avait cette façon de présenter les choses qui rendait difficile de ne pas être d'accord. À la fin de la première année, les résultats étaient là. Pas spectaculaires. Les restructurations prennent du temps, mais solides. Aubert avait dit lors d'un comité de direction « Marguerite Fontaine a fait en 12 mois ce que nous n'avions pas réussi à faire en 5 ans. » Ce n'était pas tout à fait vrai. Elle avait eu 6 ans de préparation. Mais personne ne le savait vraiment, sauf elle. Mais voilà la chose que je n'ai su qu'à la toute fin. La chose qui change tout. La chose que Marguerite m'a dite ce soir dans le café, presque comme une confidence, presque comme si elle hésitait encore à la partager. Quand elle avait envoyé les 47 pages à Aubert, elle avait inclus quelque chose que personne n'avait remarqué. Dans les annexes, à la page 43, il y avait un paragraphe sur ce qu'elle appelait « le capital humain invisible ». Elle y décrivait, sans les nommer de façon anonymisée, plusieurs profils de personnes qu'elle avait observées dans l'immeuble. Des personnes qui avaient eu des compétences non reconnues, des potentiels non exploités, des talents que leur poste actuel ne permettait pas d'exprimer. L'un de ces profils décrivait un jeune commercial dont l'énergie et la capacité à créer du lien pourraient être canalisées vers un rôle de développement commercial senior, à condition d'un accompagnement managérial adapté. Ce profil, c'était Kevin. Une autre décrivait une analyste junior dont la rigueur et l'attention aux détails dépassent largement les exigences de son poste actuel. C'était Lucie. Un troisième décrivait un responsable d'équipe dont les compétences relationnelles avec les clients sont réelles mais dont le style managérial interne nécessite une formation approfondie. C'était Thomas. Aubert avait lu ces profils. Il avait compris de qui il s'agissait, pas immédiatement mais après la visite. Et il avait dit à Marguerite, lors d'une conversation téléphonique, quelques semaines après sa prise de poste, « Tu as inclus des recommandations pour les gens qui se moquèrent de toi ?» Marguerite avait dit « J'ai inclus des recommandations pour des personnes qui avaient du potentiel. » Aubert avait dit « C'est la même chose. » Elle avait dit « Non, ce n'est pas la même chose. » Kevin avait été promu 6 mois après la prise de poste de Marguerite. Pas par elle directement, par Thomas, sur recommandation de Marguerite. Il était devenu responsable du développement commercial pour 2 nouveaux comptes stratégiques. Il avait fait du bon travail. Il avait changé, pas complètement. Les gens ne changent pas complètement. Mais quelque chose en lui s'était calmé. Cette agressivité de façade, ce besoin de rabaisser, ça avait diminué. Peut-être parce qu'il n'avait plus besoin de se sentir supérieur à quelqu'un pour exister. Lucie avait demandé à suivre une formation en analyse financière. Marguerite avait signé la demande sans hésiter. Lucie avait suivi la formation. Elle avait été bonne. Elle avait demandé une autre formation. Marguerite avait signé encore. 2 ans plus tard, Lucie était analyste junior dans le département de Marguerite. Elle travaillait bien. Elle ne postait plus de photos de qui que ce soit sur des groupes WhatsApp. Thomas avait suivi une formation en management. Pas parce qu'on le lui avait imposé, parce qu'il l'avait demandé lui-même. Il avait dit à Marguerite « Je veux comprendre ce que j'ai mal fait ». Elle lui avait dit « C'est déjà un bon début ». Et Diane avait continué à travailler au 3e étage. Elle et Marguerite étaient devenues ce qu'on pourrait appeler des alliés, pas des amies intimes, mais des femmes qui se respectaient profondément et qui travaillaient bien ensemble. Un jour, Diane avait dit à Marguerite « Tu savais que j'étais là pour toi depuis le début ». Marguerite avait dit « Depuis le 3e mois ». Diane avait dit « Et tu n'as rien dit ?» Marguerite avait dit « Tu faisais ton travail, moi aussi ». La dernière chose que Marguerite m'a dite ce soir dans le café, c'est quelque chose que je pense souvent depuis. Elle m'a dit « Les gens pensent que cette histoire parle de revanche, que j'ai attendu 6 ans pour avoir ma revanche sur ceux qui me méprisaient. » Elle a secoué la tête. « Ce n'est pas ça. Je n'ai jamais pensé à la revanche.
J'ai pensé à construire quelque chose. Et pour construire quelque chose de solide, il faut des fondations. Mes fondations, c'était ces 6 ans. Ces 6 ans à regarder, à apprendre, à comprendre. Ces 6 ans à être invisible. Elle a regardé par la fenêtre du café. L'invisibilité, c'est une école. La meilleure école que j'ai jamais fréquentée. J'avais dit, et les gens qui se moquèrent de vous, vous leur en voulez? Elle avait réfléchi longtemps. Puis elle avait dit, non, parce qu'ils m'ont appris quelque chose d'essentiel. Ils m'ont appris que le mépris dit toujours plus de choses sur celui qui méprise que sur celui qui est méprisé. Et cette leçon-là, elle m'a rendu meilleur dans mon travail. Parce que maintenant, quand je regarde quelqu'un, je ne vois pas son poste ou ses vêtements. Je vois ce qu'il était capable de faire, ce qu'il pourrait devenir. Elle a souri. C'est peut-être le seul vrai cadeau qu'il m'ait fait. Il y a des histoires qui parlent de justice. Des histoires où les méchants sont punis et les bons récompensés. Celle-ci n'est pas tout à fait ça. Parce que Marguerite n'a pas cherché à punir qui que ce soit. Elle a cherché à construire. Et en construisant, elle a changé des choses. Pas seulement dans les chiffres du groupe Proxima, mais dans les gens eux-mêmes. Dans Kevin, qui a appris que l'ambition n'a pas besoin de marcher sur les autres. Dans Lucie, qui a appris que les mots qu'on envoie sur un groupe WhatsApp ont un poids réel. Dans Thomas, qui a appris que manager, c'est aussi protéger les plus vulnérables, pas seulement les plus visibles. Et dans tous ceux qui un jour croiseront une femme avec une blouse grise et des chaussures usées dans un couloir de bureau, et qui se souviendront peut-être de cette histoire, et qui diront bonjour, vraiment bonjour. Parce que vous ne savez jamais qui vous avez en face de vous. Vous ne savez jamais ce que les gens portent. Vous ne savez jamais ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils savent, ce qu'ils sont capables de faire. Vous ne savez jamais si la femme qui nettoie vos vitres le matin n'est pas en train d'écrire, dans ses après-midi, l'analyse qui va transformer votre entreprise. Marguerite Fontaine le savait. Elle l'avait toujours su. Elle avait juste attendu le bon moment pour le montrer.